Quelqu'un attendait. Depuis 65 ans. Elle était venue le jour du mariage. Personne ne l'avait invitée. Il n'y avait personne. Pourtant, je l'avais vue. Il y a des dettes que l'on croit éteintes parce que le temps a passé. On ne pense plus à ce que le grand-père a promis, à ce que le père n'a jamais soldé, à ce que la famille a laissé en suspens il y a 30 ou 40 ans. On célèbre les mariages, on baptise les enfants, on rit et on mange et on remercie Dieu sans savoir que quelque chose attend, quelque part, dans une mémoire plus longue que la nôtre. Les griots savent, les griottes surtout. Elles gardent dans leur gorge l'histoire de chaque famille, chaque accord passé, chaque parole donnée sous les manguiers à une époque où les engagements ne s'écrivaient pas mais ne s'oubliaient pas non plus. Et quand une dette n'est pas honorée, elles ne l'effaxent pas, elles la transmettent, de bouche en bouche, de génération en génération, jusqu'au jour où quelqu'un paie. Je suis Fiona, et vous suivez mes incroyables histoires africaines. Ce matin-là, la concession de la famille Kouyaté embaumait le henné et la viande rôtie. Les femmes chantaient. Les tambours résonnaient depuis l'aube. Aminata Diallo, 27 ans, était assise au centre de la cour dans une robe boubou mordorée, les mains ornées de motifs de mariage. Elle souriait. C'était le plus beau jour de sa vie et elle le savait. Ibrahima Kouyaté, son mari depuis 2 heures, se tenait à côté d'elle et lui serrait la main sans la lâcher. Personne dans la cour ne remarqua la vieille femme qui se tenait à l'entrée du portail. Personne ne la reconnut. Elle portait un pagne blanc et un collier de coris, et elle regardait la mariée avec une expression que l'on ne pouvait pas tout à fait nommer, ni hostile, ni bienveillante, ni curieuse. Juste patiente, comme quelqu'un qui a attendu très longtemps et qui sait qu'il n'a plus besoin de se presser. Elle resta là quelques minutes, puis disparut dans la rue. Aminata ne la vit pas. Ce jour-là, elle ne voyait rien d'autre que son bonheur. Ce fut une erreur de ne pas la voir. La famille Kouyaté était respectée dans leur ville. Pas riche, pas puissante au sens politique, mais respectée de cette façon silencieuse qui prend des décennies à construire. Le père d'Ibrahima, Mamadou Kouyaté, avait été comptable toute sa vie. Il avait 3 fils et aucune dette, disait-il volontiers. C'était son point de fierté. Ibrahima était le cadet. Ingénieur en bâtiment, calme, sérieux, le genre d'homme qui arrive à l'heure et part en dernier. Aminata le connaissait depuis 4 ans. Elle l'avait aimé lentement, solidement, de cette manière qui ne ressemble pas à un feu mais à une construction. Quand il avait demandé sa main, elle avait dit oui avant même qu'il finisse sa phrase. La dot avait été discutée entre les familles. 50 000 en monnaie locale, 2 pagnes, du cola, du mil, du sucre. La liste habituelle, raisonnable. Le père d'Aminata avait accepté sans négociation excessive. Tout se passa bien. Tout se passa dans les règles. La cérémonie dura 2 jours. Le premier jour, les familles se retrouvèrent pour les formalités. Le second jour, le mariage fut célébré dans la joie la plus complète. Des cousins arrivèrent de la capitale, des tantes d'une ville lointaine. Il y avait de la musique jusque tard dans la nuit. Aminata dansa. Elle riait facilement ce soir-là. De ce rire haut et libre qu'elle n'avait plus souvent depuis l'enfance. Ibrahima la regardait danser, et il y avait dans ses yeux quelque chose d'irréfutable. Ce fut sa belle-mère, Fatoumata, qui remarqua la première que quelque chose n'allait pas. Pas pendant la fête, après. Le lendemain matin, quand les convives étaient partis et que la concession sentait encore la poudre et le parfum, Fatoumata s'arrêta au milieu de la cour et posa la main sur son sternum, comme si quelque chose l'avait frappé sans bruit. Aminata lui demanda si elle allait bien. Sa belle-mère répondit « Oui, oui, ça va, ne t'inquiète pas ». Mais le soir même, elle ferma toutes les fenêtres de la chambre du jeune couple avant de les laisser se coucher. Aminata trouva ça étrange. Elle ne demanda pas pourquoi. 2 semaines après le mariage, une voisine rendit visite à Fatoumata. Elle s'appelait Mariam Koulibaly, 70 ans peut-être. Les yeux clairs d'une femme habituée à regarder plus loin que les autres. Elle était venue, disait-elle, pour présenter ses félicitations avec du retard. Aminata les servit en thé et s'apprêtait à se retirer quand elle entendit la voisine baisser la voix. « Cette femme au portail, le jour du mariage. Vous l'avez vue » Fatoumata ne répondit pas immédiatement.
Ses mains posèrent le verre lentement. Quelle femme! Mariam Koulibaly eut un léger mouvement de la tête. Pagne blanc, collier de coris. Elle regardait la cour. Un silence. Fatoumata secoua légèrement la tête. Non, je n'ai vu personne. Mais Aminata, debout dans le couloir avec son plateau, remarqua que la main de sa belle-mère s'était posée sur le bord de la table et ne bougeait plus. Elle ne dit rien. Elle retourna dans la cuisine. Cette nuit-là, elle rêva pour la première fois. Elle se trouvait dans un champ de sorgho au crépuscule. La terre était rouge. Il n'y avait pas de vent, mais les tiges se pliaient quand même, lentement, dans une direction qui n'était pas naturelle. Au bout du champ, une silhouette en pagne blanc lui tournait le dos. Aminata s'approchait. La silhouette ne se retournait pas. Elle s'approchait encore, et la distance ne se réduisait jamais. Elle se réveilla à 3 heures du matin, la gorge sèche. Ibrahima dormait à côté d'elle. Elle posa la main sur son bras, et il ne se réveilla pas. Elle resta allongée jusqu'à l'aube, à écouter le silence de la maison. Le rêve revint 4 nuits de suite. Identique. Champ rouge, tige qui se plie, silhouette qui ne se retourne jamais. La 5e nuit, la silhouette parla sans se retourner. Elle dit 3 mots. Aminata ne les entendit pas distinctement, mais elle sut, en se réveillant, qu'il s'agissait d'un nom. Un prénom de femme qu'elle ne connaissait pas. Aminata ne parla pas des rêves à Ibrahima. Elle avait l'habitude de ne pas alarmer les gens avant d'avoir quelque chose de concret à dire. Mais elle commença à observer la maison d'une manière différente. La maison des Kouyaté était une bâtisse ancienne, construite par le grand-père, Sékou Kouyaté, que tout le monde appelait le vieux Sékou. Il était mort 15 ans avant qu'Aminata entre dans cette famille. Elle ne l'avait jamais connu. Sur la photo accrochée au mur du salon, il apparaissait comme un homme grand, au front large, avec une expression de quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'expliquer ses décisions. Aminata posa des questions à sa belle-mère. Comment était-il, ce grand-père? Avec qui avait-il été marié? Est-ce qu'il avait eu d'autres enfants avant Mamadou? Fatoumata répondit aux 2 premières questions avec naturel. Le vieux Sékou était sérieux, travailleur, juste. Il avait épousé la grand-mère Korotoumou il y a longtemps, ils avaient eu 5 enfants. Mais à la 3e question, est-ce qu'il avait eu d'autres enfants avant Mamadou? La belle-mère marqua une pause, très courte, à peine perceptible. Fatoumata marqua un temps. Non, seulement ses enfants avec Korotoumou. Aminata hocha la tête. Elle n'insista pas. Mais ce soir-là, elle alla voir la vieille Mariam Koulibaly seule, sans prévenir. Elle frappa à sa porte en fin d'après-midi. La vieille femme l'accueillit sans surprise, comme si elle attendait cette visite. Aminata lui parla directement. « La femme que vous avez vue au portail le jour de mon mariage, vous la connaissez ?» Mariam Koulibaly la regarda longtemps avant de répondre. Puis elle fit un geste vers le siège. « Asseyez-vous, ma fille. » Elle servit de l'eau fraîche dans une calebasse et la posa devant Aminata. « Elle s'appelle Nana. Je l'ai vue 2 fois dans ma vie. La première fois, c'était le jour du mariage du père d'Ibrahima. La 2e fois, c'était le vôtre. » Aminata resta silencieuse un instant. « Qui est-elle » Mariam Koulibaly leva les yeux vers elle. Elle n'est plus de ce monde depuis 40 ans. Aminata apprit qu'elle était enceinte 6 semaines après son mariage. La sage-femme confirma. 7 semaines de grossesse. Tout était normal. Le bébé était là, bien implanté. Aminata sortit de la clinique avec les résultats dans la main et s'arrêta sur le trottoir à l'ombre d'un flamboyant. Elle prit une grande inspiration. Elle aurait dû être heureuse. Elle l'était, quelque part, au fond. Mais la nouvelle arrivait avec un poids qu'elle ne savait pas encore nommer. Elle rentra à la maison et annonça la nouvelle à Ibrahima. Il la prit dans ses bras et elle sentit le bonheur dans son corps à lui, dans la manière dont il l'étreignait. Elle ferma les yeux et décida de lui faire confiance, à ce bonheur-là. Mais le soir, seule dans la cuisine pendant qu'Ibrahima téléphonait à ses frères pour partager la nouvelle, elle pensa aux mots de Mariam Koulibaly. Elle n'est plus de ce monde depuis 40 ans. Elle calcula. 40 ans en arrière, c'était avant la naissance du père d'Ibrahima. C'était l'époque du vieux Sékou, le grand-père. Elle pensa au rêve, au prénom que la silhouette avait dit sans se retourner. Le lendemain, elle retourna chez Mariam Koulibaly avec une seule question. Quel est le lien entre cette femme et la famille Kouyaté? La vieille répondit sans hésiter,
comme si elle avait préparé cette réponse depuis longtemps. Nana Traoré était la première fiancée du vieux Sékou. Avant Korotoumou. Avant tout. Aminata attendit la suite. Sa famille avait accepté la demande. Les cadeaux avaient été envoyés. Les présentations avaient été faites. Mais la dot n'a jamais été payée. Le vieux Sékou est parti avec une autre sans régler ce qu'il devait à la famille Traoré. Et Nana est morte de chagrin moins d'1 an après. La calebasse d'eau était froide dans la main d'Aminata. Et depuis, Mariam Koulibaly laissa tomber. Depuis, dans la famille Kouyaté, les premiers enfants ne restent pas. Aminata ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans le noir, à écouter la respiration d'Ibrahima et à penser à ce que la vieille lui avait dit. Les premiers enfants ne restent pas. Elle voulait croire que c'était une superstition. Une coïncidence habillée en malédiction par une vieille femme qui avait trop de temps pour penser. Mais elle connaissait son pays. Elle savait que certaines choses ne se réduisaient pas à de la superstition. Elle avait grandi dans une famille où l'on respectait ce que les anciens nommaient sans pouvoir toujours l'expliquer. Sa propre grand-mère lui avait dit une fois, à propos d'autre chose, « Les choses qui n'ont pas de nom ne disparaissent pas. Elles attendent qu'on leur en donne un. » Elle commença à regarder la maison différemment. Elle remarqua des choses qu'elle avait vues sans les voir depuis son arrivée. Une petite niche creusée dans le mur du couloir, vide maintenant, mais qui avait dû contenir quelque chose autrefois. Une statuette, une offrande, un souvenir. Un cadre photo au mur du salon qui portait une petite marque au crayon sous la photo du vieux Sékou, comme un ancien post-it dont on aurait arraché la feuille sans effacer la trace. Ces petits signes d'une vie plus complexe que ce que la maison montrait en façade. Le lendemain matin, dès qu'Ibrahima fut parti travailler, elle attendit que Fatoumata soit seule dans la cuisine et elle s'assit en face d'elle à la table. « Maman, parlez-moi de Nana Traoré. » Fatoumata posa sa cuillère. Elle ne se retourna pas immédiatement. Quand elle fit face à Aminata, son expression était celle d'une femme qui sait que le moment est arrivé et qu'elle n'y peut rien. « Qui vous a parlé de ça ?» Mariam Koulibaly. Un soupir. « Cette vieille a la mémoire longue. Est-ce que c'est vrai? Les premiers enfants ?» Fatoumata s'assit. Elle regarda ses mains posées à plat sur la table. « Le premier fils de Mamadou est né et mort dans la même semaine. J'avais 22 ans. Le docteur a dit que c'était une infection. Peut-être. Le premier fils de mon beau-frère Oumar a vécu 4 mois. Le fils aîné de Sori, l'autre beau-frère, a eu un accident à 7 ans et il a perdu la vue. Pas mort, mais perdu. » Elle releva les yeux. « Ce n'est pas une coïncidence, Aminata. Nous le savons. La famille le sait depuis longtemps. Mais personne ne sait comment régler ça. On ne sait même plus qui sont les descendants de la famille Traoré. Ça fait 40 ans. » Aminata posa la main sur son ventre, instinctivement. Sa belle-mère laissa peser le silence un instant. « Votre bébé sera le premier enfant d'Ibrahima, le premier de toute une nouvelle génération. » Personne n'eut besoin de finir la phrase. Aminata n'était pas une femme qui attendait. Elle rassembla tout ce qu'elle savait et elle chercha. Elle commença par les mairies. Les registres d'état civil remontaient aux années 1960. Elle demanda à consulter les actes de naissance des années 1940 à 1950, l'époque du vieux Sékou jeune. C'était long, fastidieux, les registres étaient abîmés par l'humidité. Elle y passa 3 après-midi. Elle trouva finalement un acte de mariage au nom de Sékou Kouyaté en 1951, pas avec Korotoumou, avec une femme du nom de Nana Traoré, fille d'Amadou Traoré. Mais l'acte était incomplet. Il portait une annotation manuscrite à l'encre rouge, à moitié effacée, qui semblait indiquer une dissolution. Pas un divorce, pas un décès, juste dissolution. Ce n'était pas un mariage officiel, c'était une promesse. Une parole donnée devant la famille et les anciens, avec les cadeaux envoyés, mais jamais légalement formalisés. Puis le vieux Sékou avait disparu et était réapparu 6 mois plus tard avec Korotoumou. Aminata chercha ensuite les descendants d'Amadou Traoré. La famille Traoré dans cette ville était nombreuse. Elle demanda à Mariam Koulibaly si elle connaissait un lien. Mariam se pencha vers elle. « Allez au village des Traoré. La vieille mère y vit encore. Elle a plus de 80 ans. Elle s'appelle Bentou. C'est la sœur cadette de Nana. » Aminata prit un taxi le samedi matin. La vieille Bentou Traoré habitait une concession en briques de banco au bout d'une rue en terre. Elle était assise sur une natte à l'ombre d'un gros manguier quand Aminata arriva.
Ses yeux étaient presque entièrement blanchis par les cataractes, mais elle tourna la tête vers l'entrée avant même qu'Aminata ouvre la bouche. « Tu viens de la famille Kouyaté. » Ce n'était pas une question. Aminata dit oui. La vieille se tourna vers elle. « Je t'attendais. Pas toi, spécifiquement. Quelqu'un de cette famille, depuis que ma sœur a commencé à marcher de nouveau. » Aminata resta 3 heures avec la vieille Bintou Traoré sous le manguier. Bintou lui raconta. Nana était l'aînée. Belle, intelligente, connue dans 3 villages. Sékou Kouyaté l'avait demandée en mariage quand elle avait 19 ans. Le père avait accepté. Les cadeaux étaient arrivés, du tissu, du cola, de l'argent. Mais la dot principale n'avait jamais été versée. Sékou avait toujours une raison. La récolte avait été mauvaise, il allait la payer la saison prochaine, il allait la payer au retour du travail en ville. Il ne revint jamais. Il revint avec une autre. Nana attendit 6 mois, puis 1 an. Puis elle cessa d'attendre. Elle n'épousa jamais personne d'autre. Elle déclina toutes les demandes. Elle s'éteignit lentement, dit Bintou. Pas d'une maladie précise, mais de cette façon dont certaines personnes partent quand quelque chose en elles a décidé de ne pas rester. Elle mourut en 1959. Elle avait 23 ans. Le père d'Aminata, Amadou Traoré, maudit la famille Kouyaté le jour de l'enterrement de Nana. Pas avec des mots de sorcier, pas avec des rituels, dit Bintou. Juste avec des mots vrais dits à voix haute devant les anciens. Tant que cette famille n'aura pas rendu à la nôtre ce qu'elle lui doit, son sang ne se perpétuera pas sans souffrance. Les anciens présents entendirent. Certains dirent Amen. Aminata releva les yeux. Qu'est-ce qu'il faut rendre? Bintou secoua la tête. Ce n'est pas de l'argent. Alors quoi? La vieille mit un long moment avant de répondre. Ma sœur n'a pas été une épouse. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu de nom dans une famille. Ce que la famille Kouyaté lui doit, c'est une place, une reconnaissance, un acte par lequel quelqu'un de cette famille vient ici, devant la tombe de Nana, et dit à voix haute devant les anciens que la promesse existait, qu'elle était vraie, et qu'elle n'a pas été honorée. Aminata resta immobile. Juste ça? Bintou ne sourit pas. Juste ça. Mais personne dans cette famille n'a jamais eu le courage de venir. Aminata rentra et convoqua un conseil. Ce n'était pas son rôle selon les codes de la belle famille. Elle était jeune épouse. Elle n'avait pas d'autorité. Mais elle convoqua le conseil quand même, avec les mots exacts, sans hésitation. Elle avait besoin de parler à Ibrahima, à son beau-père Mamadou et à ses beaux-oncles Oumar et Sori. Ils se retrouvèrent le dimanche soir dans le salon de la maison familiale. Aminata posa tout sur la table. Ce qu'elle avait trouvé à la mairie. Ce que Bintou Traoré lui avait dit. Ce que la famille devait faire. Il y eut un silence. Ce fut Mamadou qui parla le premier. Il dit que c'était de l'histoire ancienne, que son père était mort, qu'on ne pouvait pas payer pour les fautes d'un mort. Il dit ça avec une voix mesurée, mais dans ses mains croisées sur ses genoux, il y avait une tension qu'Aminata voyait clairement. Oumar dit que reconnaître publiquement la faute du grand-père, c'était porter la honte sur toute la famille. Il dit ça moins calmement. Sori ne dit rien. Il regardait ses pieds. Ibrahima, lui, regardait Aminata. Il l'écoutait vraiment. Elle le vit dans ses yeux. Elle posa les mains à plat sur ses genoux. « Je comprends que c'est difficile. Je comprends que ça ne vous appartient pas. Mais moi, je porte le premier enfant Kouyaté de la prochaine génération. Et la vieille Bintou dit que sa sœur marche de nouveau. Elle est apparue à mon mariage. Elle apparaîtra à la naissance. » Mamadou ouvrit la bouche. Ces histoires de spectres. Aminata l'interrompit, doucement, mais elle l'interrompit. « Votre premier fils est mort en 1 semaine. Le fils d'Oumar est mort à 4 mois. Le fils de Sori a perdu la vue à 7 ans. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est du hasard ?» Personne ne répondit. Ibrahima se tourna vers Aminata. « Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ?» Aminata répéta les mots de Bintou Traoré. Une reconnaissance, devant la tombe, à voix haute. Mamadou se leva et quitta la pièce sans un mot. Les semaines passèrent. Mamadou ne changea pas de position. Oumar non plus. L'atmosphère dans la maison devint lourde de cette façon particulière que prennent les maisons quand une vérité n'est pas encore dite. On continuait à manger ensemble, à se saluer le matin, à regarder la télévision le soir.
Mais quelque chose flottait entre les corps. Une tension retenue, un désaccord que personne ne voulait rouvrir. Fatoumata, elle, semblait soulagée qu'Aminata ait posé les questions qu'elle n'avait jamais osé poser elle-même. Elle lui apportait du thé le soir, s'asseyait brièvement à côté d'elle et parfois lui prenait la main sans rien dire, comme pour lui signifier qu'elle n'était pas seule dans cette maison à vouloir que les choses changent. Aminata continua ses visites prénatales. Le bébé se développait normalement. Elle prit les vitamines, elle mangea bien, elle dormit autant qu'elle put. Mais les rêves continuaient. La silhouette en pagne blanc revenait chaque nuit. Elle ne se retournait toujours pas. Mais maintenant, elle était plus proche dans le rêve, plus visible. Et parfois, Aminata entendait quelque chose. Pas des mots, juste une présence sonore, comme le froissement d'un pagne dans le silence. Au 4e mois de grossesse, Aminata se réveilla une nuit avec une douleur dans le bas-ventre. Pas une crampe ordinaire. Quelque chose de différent, de localisé, de précis. Elle attendit. La douleur revint 2 fois en 1 heure. Elle se leva et alla dans la cour. Il était 2 heures du matin. La nuit était claire, la cour baignée de lune. Elle s'assit sur le banc de béton qui longeait le mur et respira lentement. C'est là qu'elle la vit. La silhouette en pagne blanc était debout à l'autre bout de la cour, près du manguier. Cette fois, elle ne tournait pas le dos. Elle était face à Aminata, à 20 mètres de distance, dans la lumière de la lune. Aminata ne cria pas. Elle était trop stupéfaite pour crier. Elle regarda. La silhouette la regarda. Son visage était celui d'une jeune femme. Pas menaçant, pas en colère, juste présent, d'une présence absolue, comme quelqu'un qui veut simplement être vu. Puis la douleur revint, plus forte, et Aminata se plia en avant, et quand elle releva les yeux, la cour était vide. Elle réveilla Ibrahima. Elle lui dit tout, pas juste la douleur, tout. La silhouette, la cour, le visage. Il l'écouta sans l'interrompre une seule fois. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment. Il resta silencieux un moment. Je parle à mon père demain matin. Ibrahima parla à son père le lendemain à l'aube, avant que quiconque d'autre soit levé. Aminata ne fut pas présente à cette conversation. Elle n'en connut le contenu qu'indirectement, dans les heures qui suivirent, par la façon dont Mamadou se comporta le reste de la journée. Il ne parla pas. Il ne mangea presque pas. Il resta assis longtemps dans le salon avec une expression d'homme qui recalcule quelque chose qu'il avait cru ferme depuis des années. L'après-midi, Sori vint frapper à la porte de la chambre d'Aminata. Il entra et s'assit sur le bord du lit avec la raideur d'un homme qui n'a pas l'habitude de faire des efforts en dehors de ce que la fierté autorise. Sori s'assit sur le bord du lit et posa ses mains sur ses genoux. « Mon fils qui a perdu la vue. Il a 9 ans maintenant. Les médecins disent qu'il ne verra jamais de l'autre œil non plus. » « Je sais. » Sori se leva. « Je ne veux pas que ça arrive à votre enfant. » Il repartit sans rien ajouter. Ce soir-là, Mamadou appela toute la famille dans le salon. Il était assis droit dans son fauteuil, les mains sur les genoux. « Nous irons au village samedi, toute la famille. Nous irons chez les Traoré. » Personne ne dit rien. Il ajouta, les yeux toujours devant lui, « Ce que mon père a fait était une faute. Ce n'est pas moi qui l'ai commise, mais c'est moi qui la transmets à mes enfants si je ne la reconnais pas. Et je ne veux plus transmettre ça. » Oumar croisa les bras. « Tu réalises que ça va se savoir? Les gens vont parler. » Mamadou le regarda. « Que les gens parlent. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. » Aminata, dans l'encadrement de la porte, sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Le samedi matin, ils prirent la route du village à l'aube. Mamadou, Ibrahima, Oumar, Sori et Aminata. Fatoumata resta à la maison. Elle n'était pas une Kouyaté de sang, dit Mamadou. Cette démarche appartenait aux hommes de la lignée. Aminata insista pour venir. Mamadou la regarda un moment, puis dit d'accord. La vieille Bintou Traoré les attendait. Elle avait fait préparer la cour. Quelques anciens du village étaient assis sous le manguier. Elle les avait fait venir exprès. Des hommes au visage fermé, à l'expression de gens qui savent exactement pourquoi on les a dérangés. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la tombe de Nana. Un carré de terre dans le petit cimetière familial, à l'arrière de la concession, avec une stèle en ciment et le nom gravé dessus, Nana Traoré, 1936 à 1959. Mamadou Kouyaté se tint devant la tombe. Il était grand,
comme tous les Kouyaté, et il sembla un instant hésiter. Pas sur les mots à dire, mais sur quelque chose de plus profond, cette résistance dernière d'un homme fier face à l'acte d'humilité. Puis, il prit une inspiration et parla à voix haute, devant les anciens et devant les siens. « Je suis Mamadou Kouyaté, fils de Sékou Kouyaté. Mon père vous a demandé en mariage. Il a accepté les présentations et reçu l'accord de votre famille. Il n'a pas tenu sa promesse, il n'a pas payé sa dette, et il vous a laissé. Ce que mon père a fait était une injustice. Nous le reconnaissons devant vous et devant ses anciens. Nous ne pouvons pas réparer ce qui a été brisé dans votre vie. Mais nous le nommons, ici, aujourd'hui, pour que vous sachiez que nous savons. » Sa voix ne trembla pas. Mais quand il se tut, ses yeux étaient brillants. Les anciens dirent « Amen ». Bintou Traoré, debout à côté d'Aminata, pleurait sans bruit, très doucement, comme pour elle-même. « Ma grande sœur peut partir maintenant. » Aminata ne ressentit rien de spectaculaire. Pas de vent soudain, pas de lumière étrange, pas de signe visible. Juste quelque chose qui ressemblait à du silence, mais un silence plein, pas vide. Le genre de silence qui suit une résolution. Elle posa la main sur son ventre. Sur le chemin du retour, le taxi roulait dans la lumière orange du soir. Personne ne parla pendant la première heure. Mamadou regardait par la vitre. Ibrahima tenait la main d'Aminata. Sori et Oumar étaient assis à l'avant, silencieux. Ce silence n'avait plus rien du lourd de celui des semaines précédentes. C'était un silence d'après l'effort, d'après la honte passée, d'après quelque chose de dit et qui ne pouvait plus être retiré. La nuit suivant leur retour du village, Aminata dormit sans rêve pour la première fois depuis son mariage. 8 heures de sommeil plein, sans la silhouette, sans le champ rouge, sans le froissement de pagne dans l'obscurité. Elle se réveilla avec une légèreté qu'elle n'avait pas eue depuis des semaines. Les semaines qui suivirent passèrent normalement. La grossesse continua sans incident. Le bébé donnait des coups réguliers, à des heures régulières, avec une régularité qui semblait presque studieuse. L'atmosphère dans la maison changea aussi, imperceptiblement, mais réellement. Mamadou souriait un peu plus souvent. Sori parla de son fils aîné pour la première fois, sans cette couche de tristesse contenue qui transformait chacune de ses phrases en effort. La vieille Bintou Traoré envoya un message par l'intermédiaire de Mariam Koulibaly. Le message disait seulement « C'est fait, elle est partie, priez bien ». À 6 mois de grossesse, lors d'une visite à la sage-femme, Aminata apprit que c'était une fille. Elle rentra à la maison avec le résultat de l'échographie dans la main et trouva Ibrahima dans la cuisine. Elle posa la feuille sur la table devant lui. Il la regarda, puis il leva les yeux vers elle avec un sourire de quelqu'un qui a compris quelque chose sans qu'on le lui dise. Ils décidèrent ce soir-là qu'ils l'appelleraient Nana. Pas comme un hommage calculé, pas comme un geste rituel, juste parce que c'était le premier prénom qu'ils avaient pensé tous les deux en même temps, sans se concerter, et qu'il leur semblait juste. Comme si le nom cherchait un endroit où atterrir depuis 40 ans et qu'il avait finalement trouvé. La petite Nana Kouyaté naquit à terme, en bonne santé, avec de grands yeux qui regardaient le monde sans l'air d'être surprise de le trouver là. Les sages-femmes la déposèrent sur le ventre d'Aminata. Elle ne cria pas longtemps, juste le temps nécessaire. Puis elle se tut et regarda autour d'elle avec une expression de quelqu'un qui a fait ce chemin depuis loin et qui est content d'être arrivé. Mamadou Kouyaté la prit dans ses bras le premier, après Ibrahima. Il la tint longtemps, sans rien dire. Puis il murmura « Elle ressemble à quelqu'un ». Personne ne demanda à qui. Ils savaient tous, et personne n'avait besoin de nommer ce qu'ils savaient. Il y a des dettes que l'on hérite sans l'avoir voulu, des fautes commises avant notre naissance, des promesses brisées dans des vies que nous n'avons pas vécues, des injustices qui flottent au-dessus des familles comme quelque chose qui attend de se poser. La question n'est pas de savoir si ces dettes sont réelles. La question est de savoir ce qu'on en fait quand on les découvre. Est-ce qu'on les nie pour protéger ce qu'on croit être sa dignité? Ou est-ce qu'on les reconnaît pour libérer ce qu'on croit être son avenir? Aminata ne demanda jamais si c'était vraiment le fantôme de Nana qu'elle avait vu dans la cour. Elle ne chercha pas à valider ce qu'elle avait vécu. Elle ne parla pas non plus de cette nuit-là à des gens qui ne l'auraient pas cru, ni à des gens qui l'auraient cru trop facilement et en auraient fait quelque chose de plus grand que c'était.
Elle garda cette histoire pour elle et pour sa famille, là où elle avait sa place. Elle dit seulement, des années plus tard, quand sa fille lui demanda l'histoire de son prénom, « Tu portes le nom de quelqu'un qui méritait d'être reconnu. Et maintenant, elle l'est. C'est peut-être tout ce qu'une malédiction demande. Pas une contre-magie, pas un sacrifice, pas une cérémonie compliquée. Juste la vérité dite à voix haute, devant des gens qui peuvent l'entendre. Juste quelqu'un qui prononce ces mots à voix haute. Oui, cela s'est passé, et c'était une faute. » La petite Nana Kouyaté grandit bien. Elle eut le prénom d'une femme qu'elle n'avait pas connue et la vie que cette femme n'avait pas pu avoir. Et dans la famille, on n'eut plus jamais à pleurer les premiers enfants. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a rappelé que certaines dettes ancestrales ne s'éteignent jamais vraiment, jusqu'au jour où quelqu'un a enfin le courage de les nommer, abonnez-vous et partagez-la. À très bientôt pour la prochaine histoire.